Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle émission thématique d'été qui sera consacrée au commerce international et à sa régulation et pour laquelle nous recevons Pascal Lamy. Pascal Lamy, bonjour. Bonjour. Cette émission thématique, comme toutes celles de cette série d'été, est soutenue par le groupe d'assurance MMA qui non seulement contribue à son financement, mais en plus fait connaître notre émission auprès de ses clients et auprès de ses employés. Nous les remercions comme nous remercions, selon une tradition désormais établie, comme nous remercions ceux de nos auditeurs qui sont aussi des abonnés et qui donc nous permettent de continuer cette émission. Et Nicolas Bavrez remercie en premier. Dans la communauté de plus en plus vaste du Nouvel Esprit Public, je remercie Patrick Opitz, Camille Leca, William Montel et Florence Sibéras. Pascal Lamy. Moi, je remercie Frédéric Gou, Rémi Node-Langlois, Hervé Collin et Rachel Leneveu. Nicole Nisotto. Pour ce qui me concerne, merci à Éric Cecolello, Anne Siron, Marie-Pauline Hérol et Daniel Louis Excheto. Jean-Louis Bourlange. Oui, moi, ma gratitude va à Maëlène Martin, à Grégoire Barthaud, à Fabrice Keller et à Patrice Lebouteiller. Et nos remerciements à Marc Braun, Noël Le Jourdan, Jocelyne Rousseau, Jean Brunet et Christophe Thérin. Nous allons maintenant essayer de débrouiller cette question de la régulation du commerce international. Je l'ai dit, Pascal Lamy, avec vous qui êtes passé par HEC, par Sciences Po, par l'ENA, qui avez dirigé le cabinet de Jacques Delors, alors président de la Commission des communautés européennes, et vous l'avez fait notamment lors des différents G8 entre 1985 et 1994. Puis vous avez participé à la relance du Crédit Lyonnais, vous l'avez dirigé jusqu'en 2004 et vous êtes ensuite devenu commissaire européen au commerce international, puis directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, de 2005 à 2013. Vous êtes aujourd'hui le président émérite de l'Institut Jacques Delors, think tank européen fondé en 1996. Avec le rattrapage en 2018 des 3 000 milliards de dollars perdus entre 2014 et 2016, le commerce international semble retrouver une certaine vigueur sur fond de retour de la croissance économique mondiale. Toutefois, en 2017, l'OMC, soulignant cette amélioration substantielle des perspectives globales, mettait en garde contre les dangers menaçant les fondements du libre-échangisme. Si le produit intérieur brut mondial devrait croître de 3,9% en 2018 et 2019. Les risques commerciaux et financiers qui s'accumulent depuis le début de l'année entraînent de fortes turbulences boursières et constituent, pour le Fonds monétaire international, des risques pour la croissance. Dans ce contexte, la coopération internationale est d'autant plus nécessaire qu'elle est remise en cause par la stratégie protectionniste du président américain, qui a décidé de surtaxer les importations d'acier et d'aluminium venus de Chine ou d'Europe, arguant que la concurrence dans ces secteurs menaçait l'intégrité économique de son pays. Les victimes de cette décision ont répliqué en imposant des restrictions sur certains produits américains emblématiques comme le Bourbon ou les Harley-Davidson, mais bien que pour le moment ces mesures aient eu un impact limité, elles pourraient mener à un repli protectionniste qui pèserait sur la croissance de nombreux pays, d'autant plus que les États-Unis sont encore au premier rang des importations et au deuxième rang des exportations dans le commerce international. Des effets dits de détournement pourraient apparaître, générant de nouveaux rapprochements commerciaux pour pallier l'isolement relatif des Américains. Et Bruxelles, vent debout contre les menaces américaines, a d'ailleurs entamé une procédure d'arbitrage à l'OMC. L'Union tente ainsi de maintenir Washington dans le giron international, alors que la rumeur d'un accord bilatéral sino-américain pourrait avoir de lourds effets sur l'économie européenne.
Lors du sommet du G7 en juin, les partenaires ont tenté de proposer des solutions susceptibles de préserver le multilatéralisme. Et bien que le communiqué final ait souligné le besoin de réformer l'Organisation mondiale du commerce, dont les institutions sont demeurées inchangées depuis l'adhésion de la Chine en 2001, les critiques de ses partenaires, et notamment du Premier ministre canadien Justin Trudeau, ont amené Donald Trump à retirer sa signature. Le président américain, jugeant l'Organisation mondiale du commerce obsolète, voire désastreuse, avait d'ailleurs promis le retrait de son pays des accords de Marrakech en cas d'échec des négociations. De l'autre côté du Pacifique, l'Organisation de coopération de Shanghai, l'OCS, qui réunit Chine, Inde, Russie et Pakistan, faisait figure de contre-sommet, Vladimir Poutine déclarant face à ce qu'il a qualifié d'enfantillage « L'OCS ne fait plus profil bas, nous avons pris conscience que nous pouvions faire de grandes choses ». Pascal Lamy, quelle est aujourd'hui la situation et de l'OMC et de l'OCS et où peut aller encore la régulation du commerce international? Vaste question, et je commencerai, comme vous l'avez fait, par un diagnostic d'ensemble. Le commerce international, aujourd'hui, est à l'image du monde globalisé dans lequel nous sommes. En gros, l'économie va bien et la politique va pas bien. Et ça, c'est une différence par rapport aux décennies antérieures où, en gros, même s'il y a toujours eu des problèmes difficiles ici ou là, l'économie et la politique convergeaient. Alors cette pulsion protectionniste qui nous vient des États-Unis, en tout cas qui nous surprend davantage aux États-Unis qu'ailleurs, elle est là. Elle est effectivement le produit de l'élection de M. Trump, qui a été élu président des États-Unis sur un programme protectionniste. Ce n'est arrivé nulle part dans le monde depuis très longtemps, et en tout cas pas aux États-Unis. Mais ça fait partie des grands objectifs de son mandat de président, au fond, de revoir la globalisation dont il estime qu'elle a été mauvaise pour les États-Unis, qu'elle a desservi les intérêts des États-Unis, qu'elle a provoqué des fermetures d'usines, qu'elle a mis des gens au chômage. Évidemment, vu de chez nous cette thèse sur laquelle l'Amérique est une victime d'une globalisation qui l'aurait fait chuter est absurde. Pendant très longtemps, les Américains ont été les organisateurs et les principaux bénéficiaires de la globalisation. L'économie américaine va plutôt bien. Donc, en gros, tout ce que raconte Trump ne fait pas de sens sur le plan de la science économique. Une d'obsession qu'il a avec le déficit commercial américain, comme quoi ce serait une catastrophe, ne fait pas de sens. Le déficit commercial américain n'a jamais été un problème depuis 30 ou 40 ans, dès lors qu'il est financé par une monnaie qui s'appelle le dollar, et d'ailleurs dont les Américains ont le privilège. Donc tout ça ne fait pas de sens. Est-ce que pour autant, il a tort de dire que le monde économique international et commercial international tel qu'il est organisé aujourd'hui ne mérite pas des réformes? Sur ce point, il a raison. Il y a, dans les règles du commerce international d'aujourd'hui, et l'essentiel du commerce international est régulé au niveau global par l'Organisation mondiale du commerce, il y a aussi des accords bilatéraux, il y a aussi des accords régionaux, mais l'essentiel, c'est la régulation telle qu'elle figure dans les tables de la loi de l'Organisation mondiale du commerce, et sur ce point, il faut bien reconnaître que ces tables de la loi datent des années 80-90, qu'entre-temps le monde a beaucoup changé, et notamment parce que la Chine a fait irruption dans l'économie et dans le commerce international. Elle s'est développée extrêmement rapidement, et il y a un problème chinois qu'on peut résumer, ou peut-être simplifier, en disant que à l'OMC, le grand principe, c'est que vous ouvrez vos échanges en fonction du niveau de développement de votre pays. Donc les pays développés doivent avoir des échanges très ouverts, et notamment entre eux, sur un principe de réciprocité. Et les pays en voie de développement, parce que
les effets bénéfiques qu'on attribue à l'ouverture des échanges ne se produisent pas tout à fait de la même manière dans des économies faibles et dans des économies fortes. Les pays en développement ont droit à ce qu'on appelle des flexibilités. Eux, ils sont moins ouverts que les autres. Donc ça allait bien dans les années 60, 70, 80, quand en gros il y avait des pays riches d'un côté et des pays pauvres de l'autre. Aujourd'hui, il y a la Chine au milieu. Est-ce que la Chine est un pays pauvre avec plein de riches ou un pays riche avec beaucoup de pauvres? Cette question hante l'OMC depuis une dizaine d'années, et c'est le nœud gordien qu'il va falloir trancher à un moment. Et évidemment, ce que Trump essaie de faire, c'est de gérer cette affaire en quelque sorte en bilatéral avec les Chinois, parce que le bilatéral, c'est ce que Trump comprend, c'est le métier qu'il a pratiqué quand il achetait des terrains pas chers pour les revendre cher et construire des hôtels dessus. C'est pas une économie très compliquée, très sophistiquée. Donc lui, il voit ça comme une partie de bras de fer avec son homologue chinois qui va gagner. Nous, les Européens, on voit ça comme une occasion de re-regarder tout ça multilatéralement, en mettant tout le monde autour de la table, comme on fait en Europe. Et les mois qui viennent vont nous dire si, au fond, c'est Trump qui a raison, qu'il faut taper sur la tête des Chinois, quitte à provoquer un conflit, ou si c'est les Européens qui, avec leur méthode pacifique de régulation, de discussion, vont avoir raison. Nicole Desautos. Oui, moi je voudrais revenir à la stratégie américaine. Je partage votre analyse selon laquelle les Américains ont créé, tout de suite après la Seconde Guerre mondiale, un système mondial, ou en tout cas occidental, qui a parfaitement servi leurs intérêts de puissance et qui était fondé sur le libre-échange, sur la démocratie, la défense de la démocratie par le biais d'alliances militaires multiples et sur le verrouillage de la gouvernance mondiale, puisqu'ils avaient un droit de veto partout, à l'ONU, à la Banque mondiale et au FMI. Et ce système, effectivement, les a beaucoup servi. Aujourd'hui, l'analyse de Trump est que ce système le dessert, que sur le plan économique, la Chine va devenir la première puissance économique du monde, que les alliances militaires coûtent cher et que la démocratie, à la limite, c'est pas très grave, et que la gouvernance mondiale est remise en cause, ne serait-ce que parce que l'OMC a intégré la Chine, qu'il qualifie d'un désastre. Et donc, effectivement, peut-être il est en train de créer un autre système mondial, plus adapté aux intérêts américains. Moi, peut-être une espèce de national-souverainisme. Mais la question est-ce qu'il va réussir? Autrement dit, est-ce que la force de la détermination politique de la première puissance mondiale va être plus forte que la force de l'intégration économique mondiale? Autrement dit, est-ce que la mondialisation est déjà tellement avancée, tellement intégrée au point de vue financier, économique, commercial, que finalement aucune tentative de rupture ne réussira? Ou est-ce que malgré tout, là on est dans un cas d'étanchéité de la scène politique où il pourrait, par la volonté d'un seul homme, détruire le système qu'ils ont eux-mêmes créé? Pascal Lamy. Je crois que c'est effectivement la grande question, en tout cas pour nous, Européens. On a compris ce que cherchait à faire Trump, même s'il le fait de manière totalement erratique et même si les raisons pour lesquelles il le fait nous paraissent complètement farfelues. La question, c'est est-ce qu'il va effectivement déstabiliser, voire détruire cet ordre international dont les infrastructures, au sens marxiste du terme, sont les économies, la technologie, ce formidable processus d'interpénétration des économies qu'on a connu depuis 30 ans et qui s'appelle la globalisation, avec cette multilocalisation des lieux de production, des biens, des services, des chaînes de valeur, des trucs qu'on compose, qu'on décompose, qu'on transporte. Bon. Est-ce qu'il va réussir à endommager ces infrastructures et les superstructures qui vont avec? Et la superstructure de la globalisation, c'est le multilatéralisme. Je crois, comme l'a laissé entendre Nicole Desautos, que s'il s'agit d'économie, il ne va pas réussir. Je pense que, comme Nicole Desautos vient de le dire, nous avons atteint un degré de globalisation, d'interdépendance, qui rend très coûteux de revenir en arrière. Autrement dit, la déglobalisation. On a atteint un niveau de globalisation qui rend très coûteuse la déglobalisation. Donc, dès qu'il s'agit d'économie,
de technologie, je ne crois pas que Trump va réussir. Je pense que l'économie va résister à la politique. Alors, il y a quelques domaines dans lesquels je serais beaucoup plus inquiet. C'est quand c'est la politique qui est plus importante que l'économie. Et notamment, c'est le cas de l'Iran. Donc, pour me résumer, et au risque de la simplification, je pense que s'il s'agit de casser l'économie internationale, il n'y arrivera pas. Et notamment parce que les Chinois ne le laisseront pas faire, même si entendre les Chinois, les Indiens ou les Russes comme des parangons du libéralisme économique, de temps en temps, on peut sourire, parce que c'est pas tout à fait comme ça qu'ils pratiquent. Par contre, s'il s'agit de l'Iran, et là, on n'est plus dans la géoéconomie, on est dans la géopolitique, même s'il y a des aspects géoéconomiques, là, je trouve que c'est beaucoup plus dangereux, parce que, justement, l'affaire iranienne n'est pas arrimée aux infrastructures de l'économie d'aujourd'hui, c'est une affaire essentiellement politique. Et là, je crois que c'est beaucoup plus dangereux et que cette fracture, cette grande fracture transatlantique sur l'Iran, qu'on a vu apparaître au moment où les Américains sont sortis du deal, au fond, ça m'inquiète beaucoup plus sur le cours du monde que des guéguerres commerciales. Nicolas Bavrez. Tout d'abord, sur l'économie, je crois qu'il faut rappeler que la vraie raison du déficit commercial des États-Unis, c'est l'insuffisance d'épargne. Et c'est là la vraie origine macroéconomique. Et donc, les mesures qui sont aujourd'hui arrêtées, tant qu'on n'a pas une remontée de l'épargne aux États-Unis pour équilibrer l'investissement, il n'y a aucune chance de rééquilibrer fondamentalement la balance commerciale américaine. Et ça supposerait de demander aux Américains de changer de mode de vie et de renoncer en partie à financer leur consommation par l'endettement. Et ça n'est certainement pas la voie empruntée par Donald Trump. L'autre chose à rappeler, c'est ce qui a été dit, c'est que les mesures qui sont arrêtées, à moyen terme, vont coûter de l'emploi, vont coûter de la croissance aux États-Unis et vont augmenter l'inflation. Pourquoi ? Parce que si on prend par exemple l'aluminium et l'acier, il y a beaucoup plus d'industries, d'entreprises qui ont intérêt aux États-Unis même à avoir de l'aluminium et de l'acier bon marché que d'entreprises qui produisent de l'aluminium et de l'acier. Donc, quand on fait la balance, par exemple, sur l'aluminium et l'acier, on considère que ça va détruire en net entre 150 et 200 000 emplois aux États-Unis. La deuxième chose qui est quand même importante, on a parlé de la Chine, et c'est très vrai que dans les intuitions de Trump, il y en a une qui est exacte, c'est que la Chine, depuis 2001, a eu carte blanche de manière tout à fait inconsidérée et qu'elle n'aurait certainement pas dû rentrer à ces conditions dans l'OMC, notamment en matière de pillage technologique, en matière de conditions imposées aux entreprises étrangères pour opérer en Chine. Il y a là un déséquilibre qui, de fait, est devenu insupportable. Mais le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, les surcapacités, les pratiques déloyales, elles sont en Chine, et les sanctions, elles sont en Europe, au Japon, au Mexique et au Canada. Et donc, ce qui se profile, c'est de fait un arrangement bilatéral, puisque Xi Jinping a annoncé qu'il allait prendre des mesures pour diminuer de 200 milliards l'excédent commercial chinois sur les États-Unis. On va voir si ça se fait ou pas. Mais ce qui est certain, c'est que si cette mécanique doit s'enclencher, ça sera au détriment, précisément, des alliés des États-Unis. Troisième chose, non seulement ces sanctions donc, sont extrêmement dommageables d'un point de vue économique. Je rappelle que Henry Ford avait essayé de convaincre le président Hoover en 1930 de ne pas valider la loi Taft-Hawley qui a dévasté les échanges et les paiements mondiaux dans les années 30. Et Henry Ford disait que le protectionnisme était une stupidité économique. Et ça reste vrai. Le protectionnisme intelligent n'existe pas. Mais il y a plus grave, c'est que ces mesures pour contourner le Congrès, elles ont été prises au nom de la sécurité nationale des États-Unis. Ce qui veut dire que les États-Unis considèrent aujourd'hui que de dépendre de leurs meilleurs alliés pour des produits comme l'aluminium ou l'acier est une menace pour leur sécurité nationale. Et c'est ce qu'à juste titre a dénoncé Justin Trudeau. C'est quelque chose qui est extrêmement préoccupant.
Autre conséquence stratégique, la Chine a le champ libre. On a rappelé le sommet qui vient de se tenir, le sommet de l'Organisation de la coopération de Shanghai à Qingdao, et à travers les routes de la soie, en fait, l'unilatéralisme et l'isolationnisme de Donald Trump est en train d'offrir le monde à la Chine et d'accélérer formidablement la prise de contrôle du capitalisme mondial par la Chine. Donc tout ceci pose ultimement... On a parlé des Européens, mais maintenant il faut parler de ce que l'Europe doit faire. Elle ne peut pas rester à l'état de somnambule. Et notamment, elle doit prendre des mesures pour éviter que les excédents chinois ne se déversent sur le grand marché. Pascal Lamy. Un point d'accord avec ce que vient de dire Nicolas Bavrez et 2 points de désaccord. Le point d'accord, c'est que M. Trump accélère un grand rebasculement du monde qui a commencé quand la Chine a commencé à se développer rapidement, il y a 30 ans. Et puis ça a très bien marché, parce que c'est quand même l'économie mondiale qui a cru le plus vite et le plus fort pendant toute cette période de manière extrêmement régulière. Il est normal qu'un pays qui devient économiquement puissant ait envie de devenir politiquement plus actif, même si je crois que les visées géopolitiques chinoises sont essentiellement régionales en Asie. Et ce que fait Trump, c'est de montrer au reste du monde qu'il y a moins de place pour les États-Unis et plus pour la Chine. C'est paradoxal, parce que, au fond, son obsession, c'est le déclin américain, et avec ce qu'il fait, il est en train de l'accélérer en offrant à la Chine un boulevard. Son vrai slogan, c'est China First. Son vrai slogan, c'est 35% first, c'est-à-dire je veux garder absolument la base que j'ai dans mon électorat, et qui est 35% des Américains, que je dois persuader tous les jours que je suis avec eux, contre tout le reste. Contre les élites, contre Washington, contre le monde, contre les Chinois, contre les Européens. Et les Européens, pourquoi les Européens ? Parce qu'il y a plein de Mercedes à New York et il n'y a pas de Chevrolet à Berlin. Et ça prouve bien que les Européens trichent. Ça ne lui passe pas par l'idée que la raison pour laquelle il n'y a pas de Chevrolet à Berlin, c'est que les Européens n'aiment pas les voitures américaines, alors qu'il y a plein de voitures chinoises, il y a plein de voitures coréennes ou japonaises. Bon, je passe là-dessus. 2 points de désaccord, néanmoins. Le premier, c'est qu'il n'y a que les Européens qui sont visés par les sanctions de M. Trump. Non, il n'y a pas que les Européens. Il y a les Mexicains, les Canadiens et les Chinois. Ce que Trump vient de faire avec les 50 milliards qu'il avait visés en Chine, ça n'est pas rien. Et ça va faire mal aux Chinois, et les Chinois vont rétorquer, comme les Européens, pour faire mal à certains secteurs de l'économie américaine. Encore une fois, je ne pense pas que ceci soit le prélude à une grande escalade protectionniste. Ce sont des escarmouches qui vont faire mal aux uns et aux autres. Mais Trump vise tout le monde. Autre point de désaccord, c'est qu'on n'aurait jamais dû laisser la Chine rentrer à l'OMC. Là, évidemment, je prends ça un peu personnellement, parce que j'ai moi-même négocié, quand j'étais commissaire européen, les conditions d'entrée de la Chine à l'OMC en 2001. La Chine a payé... Le monde se règle dans cette émission. Absolument. Enfin, disons, en tout cas, si on pense à l'avenir, la Chine a payé, à l'époque, très cher son ticket d'entrée à l'OMC. Elle a dû payer beaucoup plus cher que des pays en développement qui étaient à l'OMC, comme l'Inde, l'Indonésie, le Brésil. Si vous prenez par exemple les droits de douane en matière industrielle, les droits de douane chinois ont été plafonnés à 10% à l'époque. Les autres étaient à 30, 35, 40% s'ils le voulaient. Bon. Ce qui s'est passé, c'est que depuis que la Chine est rentrée, les règles de l'OMC, là où on aurait dû les renforcer pour tout le monde, et notamment pour la Chine, je prends un exemple qui est le contrôle des subventions. Si vous subventionnez votre industrie, vous lui donnez un avantage comparatif à l'exportation. Ceci ne s'est pas produit. Autrement dit, c'est pas que la Chine triche, c'est que les règles auraient dû bouger pour davantage discipliner un certain nombre de pratiques chinoises qui n'existaient pas à l'époque et qui se sont développées. Et un des responsables du fait que les règles n'ont pas bougé, ce sont les États-Unis d'Amérique. Qui est-ce qui, en 2008, au moment où la négociation de ce fameux round de Doha a failli aboutir, qui est-ce qui a fait capoter
le deal au dernier moment, ce sont les Américains, parce que il y avait dans le paquet final de la négociation des disciplines supplémentaires en matière de subvention à l'agriculture que nos amis américains n'ont pas voulu avaler. Et ça, c'est une question qui va rester sur la table. Hein. S'il y avait un représentant des pays en voie de développement parmi nous aujourd'hui, il nous écouterait avec intérêt parler des rapports entre l'Europe, la Chine et les États-Unis, mais lui dirait « Mon problème à moi, avec les règles du commerce international, c'est que les pays riches continuent à subventionner leur agriculture, big way ». Et ça, je trouve que c'est pas juste pour moi, qui suis d'un pays pauvre, qui a un gros avantage comparatif dans la production de biens alimentaires et agricoles, et où, par exemple, le coton, si je suis africain producteur de coton, je trouve inadmissible, et à mon avis, à juste titre, que les Américains, dans une très large mesure, les Européens encore un petit peu en Grèce et en Espagne, continuent à subventionner la production de coton. Jean-Louis Bourlanges. Oui, je voudrais poser à Pascal deux questions, une sur les États-Unis et l'autre sur l'Europe. Sur les États-Unis, effectivement, on a quand même une impression très étrange d'une mise en cause assez systématique de ce qui faisait les fondements de la supériorité, de l'hégémonie, de la suprématie, appelons-la comme ça, américaine sur le monde. On s'en prend au libre-échange, c'est l'aspect économique du problème. On s'en prend à l'organisation multilatérale, c'était aussi l'un des fondements du contrôle de la communauté internationale par les États-Unis, et on s'en prend très profondément aux alliés, ce qui était quand même absolument voyant dans l'opposition entre les deux sommets d'un côté, où Trump s'en prend systématiquement aux Canadiens, aux Anglais, aux Français, tandis que de l'autre côté, Poutine, les Chinois, les Indiens affirment leur solidarité. On a vraiment l'impression, comme dit Larry Summers, que le mot d'ordre de Trump, c'est retenez-moi avant que je me tire une balle dans le pied. C'est quand même là il y a quelque chose d'étonnant sur le plan économique. Là aussi on peut citer Larry Summers qui disait que aider les sidérurgistes, c'est par des mesures protectionnistes, c'est très bien, mais qu'il fallait se rappeler qu'il y avait plus de manucures aux États-Unis que d'ouvriers de la sidérurgie, et qu'il y avait 50 fois plus d'ouvriers dans l'automobile que dans la sidérurgie. Or, l'automobile serait impactée par l'augmentation du prix de l'acier et serait donc en situation assez difficile. Donc tout ça donne une impression d'assez grande incohérence, tempérée quand même par le fait, est-ce qu'il y a un côté un peu symbolique, communicatif, parce que on voit bien que, par exemple, cette année, le commerce international s'est porté plutôt bien. L'Air Hermès a sorti des chiffres qui étaient assez intéressants récemment. On n'est pas au bord de ce qu'on pourrait appeler le Glexit, l'exit de la globalisation. On n'est pas encore tout à fait là. Mais enfin, l'intérêt fondamental, on a vraiment l'impression que sur le long terme, sur le court terme, on voit bien l'équation électorale que cherche à obtenir Trump, mais sur le long terme, on a quand même l'impression que c'est profondément des intérêts, c'est profondément contraire aux intérêts des États-Unis. Quant à l'Europe, et là, je m'adresse à l'ancien commissaire et aux collaborateurs de Jacques Delors, autant qu'à l'homme de l'OMC. Quant à l'Europe, c'est la première fois, contrairement à ce que pensent les Français, que nous construisons, que nous devons construire l'Europe face aux États-Unis. Les Français ont toujours imaginé que l'Europe se construisait contre les États-Unis. C'est pas vrai. Le général de Gaulle s'est dressé contre les États-Unis, ça a bloqué la construction européenne, et quand on a vraiment relancé la construction européenne dans les années 80, notamment à travers le discours de Bonn du président français, on tenait les deux, Hubert Védrine a du mal à en convenir dans son post-gaulo-mitrandisme, mais il tenait les deux bouts de la chaîne, c'est-à-dire qu'il a dit à la fois il faut des Pershing en Europe et il faut relancer l'Europe. Là, pour la première fois, on est tout nu dans la cour. Et on est confronté à des gens qui non seulement ne nous encouragent pas, comme George Bush, Dean Acheson et tous les autres, les présidents américains, à nous unir, mais essaient de nous désunir. Et est-ce que nous sommes capables, est-ce qu'on peut éviter,
on peut parvenir à relever ces défis si on ne fait pas vraiment un saut très profond vers l'unification politique. Il me semble que là, la marche à passer à franchir est devenue beaucoup plus élevée qu'il y a 1 an ou 2 ans. L'impact sur les manucures de l'augmentation des droits de douane sur l'aluminium m'a échappé, mais Pascal Lamy. Oui, réponse rapide aux 2 questions de Jean-Louis Bourlanges. Trump, incohérent, contradictoire, pas tant que ça. Il n'y a aucune logique économique dans ce qu'il fait, et comme Nicolas Bavrez l'a dit, et comme Jean-Louis vient de le répéter avec l'exemple des manucures, il se shoot dans le pied sur le plan économique, mais la logique, elle est électorale. La vérité, c'est que M. Trump n'est pas un accident. M. Trump a été élu, même s'il n'a pas gagné le vote populaire, il a gagné le vote sur le nombre d'États. Il a été élu parce que la globalisation a fait plus mal à une partie de la population aux États-Unis qu'ailleurs. La globalisation, ça fait mal. Ça fait mal parce que ça marche, et ça marche parce que ça fait mal. Ça consiste à améliorer l'efficience des systèmes économiques, parce que l'ouverture des échanges, vous disent les économistes, permet une meilleure allocation des facteurs de production, le capital, le travail, y compris un certain nombre de raretés environnementales. Donc c'est efficient, c'est pour ça que ça fait de la croissance. Qu'est-ce que c'est la croissance ? La croissance, c'est essentiellement une somme d'efficience. Donc c'est efficient, mais ça fait mal parce que, comme l'ont expliqué M. Ricardo et M. Schumpeter, c'est au fond la réallocation, c'est les changements que la concurrence apporte dans les systèmes de production qui les rendent plus efficaces. Mais évidemment, il y en a qui disparaissent et d'autres qui apparaissent. Et pour ceux qui disparaissent, la globalisation n'est pas facile. Et comme la globalisation est plus forte, plus violente, plus profonde qu'elle ne l'était il y a encore très longtemps, des endroits aux États-Unis ont été sérieusement touchés. Et pourquoi ? Et pourquoi plus aux États-Unis qu'ailleurs ? Parce que les systèmes de sécurité sociale, qui sont les amortisseurs de la globalisation, qui ont été créés au moment de la grande première globalisation, au moment de la révolution industrielle, sont plus faibles aux États-Unis qu'ailleurs. Alors, c'est pas un hasard si la pulsion populiste, et disons, j'utilise ce mot populiste qui est une approximation parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, c'est pas un hasard si la pulsion populiste a trouvé un succès électoral au cours des dernières années dans les 2 pays occidentaux où la sécurité sociale, au sens large, dont les mécanismes de réduction de la sécurité sociale sont les plus faibles, aux États-Unis parce qu'ils n'ont jamais été très forts, et en Grande-Bretagne parce que c'est là qu'en Europe, ils ont été le plus affaiblis. M. Trump et le Brexit sont le produit d'une contradiction croissante entre la force de la globalisation et la capacité de nos systèmes sociaux à prendre en compte les déshérités, les meurtris de la globalisation. Et M. Trump surfe là-dessus. C'est une grande partie de son électorat, et c'est la raison pour laquelle il en veut à la globalisation, et pour lui, la globalisation, pas tweeter tous les matins en quelques mots sur la globalisation. Donc c'est commerce-sanction. Et là, il y a effectivement une logique électorale, et M. Trump a un problème majeur, qui est qu'il faut qu'il gagne les élections de novembre, qui sont les élections à mi-mandat. S'il les gagne, ses chances d'être élu dans 2 ans et demi sont assez fortes. S'il les perd, il va avoir de sérieux ennuis avec son Parlement. Sur l'Europe, d'accord avec Jean-Louis, ce qui est d'ailleurs souvent, le cas en ce qui me concerne, je suis assez souvent d'accord avec Jean-Louis Bourlanges, quitte à être taxé, comme lui d'ailleurs, d'européiste naïf par des gens comme Hubert Védrine, c'est lui qui l'a cité, donc je ne fais que le reprendre. Notre ami Hubert Védrine, absolument. Je vois Nicole Nesotto sourire, mais elle va nous dire ce qu'elle en pense dans un instant. Il est vrai que la situation actuelle est une situation qui va obliger l'Europe à se bouger, même si elle a d'assez bonnes raisons pour l'instant de se sentir un peu coincée, un peu rhumatismale. Il faut qu'on se bouge. En matière commerciale, c'est là que c'est le plus facile. Parce que là, nous sommes unis, l'Europe est une fédération, elle a une doctrine unique, elle a des instruments uniques, et même nos amis allemands, qui, comme chacun sait, sont jamais très très chauds pour partir en bagarre transatlantique, alors que, comme ça a été dit, les Français adorent ça. Même nos amis allemands, compte tenu de l'importance de
de l'ouverture des échanges pour leur économie, se sont mis derrière les Européens, sont unis comme les autres Européens avec l'idée qu'il faut rétorquer aux sanctions américaines. Et de ce point de vue-là, nous sommes unis. Faut pas monter beaucoup plus haut dans la mise en cause des questions diplomatiques, sécurité. Là, ça ira moins bien. Un mot avant que Nicole n'exprime ce que ce sourire digne du chat de Cheshire veut dire, mais c'est à propos de l'Organisation de coopération de Shanghai que M. Poutine a célébré au mois de juin. Qu'est-ce qu'elle pèse? Qu'est-ce qu'elle peut peser? Photo de groupe. Ça aide dans le monde contemporain, ça fait des images pour la télé et sur les réseaux sociaux. Si vous regardez les intérêts communs à l'Inde, à la Chine et à la Russie, il y en a assez peu, si ce n'est pour la Chine, de montrer qu'elle a des alliés dans ce qui pourrait être un jour une partie de bras de fer avec les États-Unis. Encore une fois, quand on regarde les rivalités géopolitiques et géoéconomiques entre l'Inde et la Chine, elles sont potentiellement considérables. Entre la Russie et la Chine aussi, entre la Russie et l'Inde aussi. Donc, ce n'est pas un G7, ce n'est pas une union. Ce sont des réunions de circonstances destinées à envoyer un message qu'il se passe quelque chose. De mon point de vue, ça n'est pas un centre de pouvoir en tant que tel dans le monde d'aujourd'hui, ni d'ailleurs de demain. La Chine aura une politique mondiale à géométrie variable, essentiellement axée sur l'Asie. Et la grande question pour nous, Européens, c'est de garder cet équilibre entre les États-Unis et la Chine. Et c'est ce que nous faisons sur ces questions de commerce international. Nous sommes de temps en temps avec les Chinois contre les Américains et de temps en temps avec les Américains contre les Chinois. Je pense que c'est la bonne posture d'avenir. Nicole Nisotto? Oui, si on avait beaucoup de temps, j'aurais pu expliquer mon sourire, mais comme le temps nous est compté, je vais quand même soulever 2 points. Le premier, je voudrais réagir sur une phrase de Pascal Lamy qui a dit « la globalisation, ça fait mal ». Et moi, je crois qu'on touche là le cœur de la question. La globalisation, c'est certainement une très bonne nouvelle pour 7 milliards de gens sur les 8 que comptera bientôt la planète. Donc là, il n'y a aucun doute. Mais pour nous, anciens pays industrialisés, États-Unis et Europe, c'est partiellement une très mauvaise nouvelle, puisque comme l'a dit Pascal Lamy, la mondialisation enrichit globalement nos pays, mais elle appauvrit aussi une bonne partie des classes moyennes de nos pays. Autrement dit, dans les pays pauvres, la mondialisation enrichit les pauvres, mais dans les pays riches, la mondialisation appauvrit les pauvres. D'où l'idée qu'elle est totalement mal vue, rejetée par une bonne partie des opinions publiques, et que les mouvements populistes, extrémistes, y trouvent leur terreau, pas seulement aux États-Unis. Je crois que Donald Trump est effectivement un produit de la mondialisation parce que celle-ci a paupérisé une partie de la classe moyenne américaine, mais on voit la même chose absolument en Europe, y compris maintenant en Italie, y compris dans les pays de l'Est qui ont pourtant été sauvés par l'Union européenne. Donc la question que l'on peut se poser, si on caricature tout cela, c'est vraiment, est-ce que la mondialisation n'est pas la mort annoncée de nos systèmes démocratiques? Est-ce qu'il n'y a pas dans la mondialisation un risque majeur pour la démocratie? Je me souviens, on compare toujours la période d'aujourd'hui avec la période de la crise de 29. Non, c'est la crise économique en 29 qui a créé la montée du fascisme en Europe. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est la mondialisation économique qui peut aujourd'hui aboutir à la montée du fascisme dans les pays industrialisés, dans les démocraties. Je voudrais voulu avoir votre sentiment là-dessus. Pascal Lamy. C'est une thèse qui est portée, y compris par des gens comme Danny Roderick, qui est un universitaire américain, qui est un très bon spécialiste de ces questions. Je trouve que la présentation qu'en fait Nicole est un peu excessive, parce que c'est comme si on pouvait rien faire. Mais on peut très bien faire. La Suède est tout à fait mondialisée, européanisée, ouverte, et le système social suédois s'est tout à fait correctement ajusté. Alors, il est vrai qu'il est plus épais qu'ailleurs dans le monde, et même plus épais que la moyenne européenne, mais il n'y a pas de fatalité à ce que les efficiences de la mondialisation ne soient pas mieux réparties
qu'elles ne le sont aux États-Unis ou qu'elles ne le sont même dans certains pays d'Europe. C'est une affaire de décision publique, politique, collective. À l'heure actuelle, il est vrai que la globalisation a entraîné une partie de réaction dans un certain nombre de pays occidentaux. Il n'est pas exact, en tout cas aujourd'hui, que ces forces soient majoritaires dans l'Europe continentale. Elles ont permis l'élection de Trump aux États-Unis, mais je ne crois pas qu'aujourd'hui, un Trump puisse être élu en Europe, par exemple. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de risque, qu'il n'y aura jamais de risque, mais je pense que nos systèmes, de ce point de vue-là, même si les inégalités ont augmenté en Europe... Matteo Salvini, quand même. Oui, mais Matteo Salvini n'est au pouvoir que parce qu'il est allié avec des gens qui pensent exactement le contraire de lui sur ces questions. Donc je ne donne pas très cher, d'ailleurs, de la cohérence de cette alliance entre la carpe et le lapin qu'on a pour l'instant au gouvernement italien. Je peux me tromper. Il y a des alliances de circonstances. Ça ne produit pas toujours des bons résultats. Donc, c'est ça l'essentiel, même si, il est normal que nous partions de considérations économiques et socio-économiques, parce qu'on est parti du commerce international et de la globalisation. Mais même si, quand vous regardez concrètement, politiquement, sérieusement, pourquoi M. Trump a été élu, pourquoi M. Orban dirige la Hongrie avec, disons, des valeurs politiques qui sont assez décentrées par rapport au centre de gravité européen, pourquoi M. Kamiński en Pologne se comporte comme il se comporte, l'essentiel de l'explication de ces réactions extrémistes, souverainistes, xénophobes, ne sont pas d'ordre socio-économique. Elles sont d'ordre plus culturel. Ce sont les questions de migration, c'est l'évolution des mœurs, c'est le fait que le monde va plus vite que, en gros, les cultures que nous avons les uns et les autres fabriquées pour l'interpréter, pour le mener. Et là, il y a quelque chose qui va bien au-delà du commerce international dans la globalisation, qui est quel impact elle a sur les imaginaires, les cultures, les symboles, les identités. Et au fond, la grande question derrière tout ça, c'est dans un monde qui va continuer à se globaliser, parce que l'essentiel de la motorisation de la globalisation, c'est la technologie, et elle ne revient pas en arrière. Quelle culture, quelle représentation, quel système, quelle politique nous devons ajuster, adapter à la maîtrise de ces phénomènes. Nicolas Bavrez. Dans la discussion autour de la mondialisation, de la déstabilisation des classes moyennes et du socle qui donnait leur stabilité aux démocraties, je crois qu'il est très important de ne pas oublier la révolution technologique et le numérique, parce que c'est l'autre grande explication. Et quand on regarde, y compris aux États-Unis, c'est spectaculaire, parce que si on doit parler d'une nouvelle lutte des classes, au sens de Marx, elle est bien entre les techies et le précariat. C'est ce qu'on voit à San Francisco, où les techies, donc les gens qui travaillent dans la Silicon Valley, sont en train d'exproprier toute la population habituelle. Donc, et là-dessus, sous cette révolution sous-jacente, qui en fait, en tout cas aux États-Unis, a plus d'effet que la mondialisation proprement dite sur la classe ouvrière traditionnelle, par exemple, c'est vrai qu'on l'oublie toujours, et à mon avis, c'est une erreur. Je voudrais revenir sur la Chine. On a dit que les sanctions visaient tout le monde, y compris la Chine. Il y a quand même un dossier qui est extrêmement intéressant, c'est le dossier ZTE. Parce qu'il est bien vrai que dans les mesures Trump, il y avait l'idée de cibler les secteurs du fameux Made in China 2025, donc les axes que la Chine a mis en place pour prendre le leadership technologique du monde et prendre donc le pas sur les États-Unis. Et ZTE est par ailleurs une entreprise qui a de fait, qui méritait assurément des sanctions compte tenu de son comportement en matière de pillage technologique et aussi de non-respect d'un certain nombre de règles internationales. Or, ce qui est très intéressant, c'est que après avoir pris soi-disant des sanctions sévères, tout s'est dégonflé en quelques jours. Ça s'est dégonflé en quelques jours avec une amende de 1,4 milliard qui peut paraître, qui est en fait assez symbolique. Si on regarde par exemple les amendes payées par les banques européennes aux États-Unis, ça n'a rien à voir. Et en échange du fait que Qualcomm
avait l'autorisation des autorités chinoises pour acheter NPX. Et ça montre deux choses. D'abord, ce qu'on rappelait tout à l'heure, l'imbrication des chaînes de valeur entre les États-Unis et la Chine, mais ça montre aussi, en fait, l'extrême ambiguïté de Donald Trump et le fait que, finalement, dans sa fascination pour les hommes forts, eh bien, il cible beaucoup plus les Européens et les démocraties que le vrai problème qu'est la Chine. Troisième remarque rapide, on a dit que, vous avez indiqué qu'on n'aurait pas de guerre commerciale. Mais si Trump passe vraiment aux actes, c'est-à-dire que les deux prochaines cibles, c'est l'industrie automobile et l'OMC. Et si vraiment l'industrie automobile, là pour le coup en termes de chaîne de valeur, c'est quelque chose qui est fondamental quand on prend l'ampleur de la sous-traitance pour le système économique mondial, si vraiment Donald Trump passe à l'acte sur l'automobile et sur la désintégration de l'OMC, notamment par le fait qu'il refuse de nommer les juges, donc on va très vite ne plus avoir de panel. Donc l'Europe pourra toujours demander des arbitrages, mais il n'y aura plus de juges pour trancher. Donc s'il fait ça, est-ce qu'on ne va pas vers une guerre commerciale type années 30 ? Pascal Lamy. C'est une bonne question. Moi, je suis plutôt du côté de Nicole Gnessotto, qui disait tout à l'heure qu'au fond, l'économie résistait à ces coups de boutoir de Trump. L'exemple que Nicolas Bavrez vient de donner sur ZTI est un très bon exemple, effectivement. La politique aurait voulu que cette entreprise soit sanctionnée parce que c'est l'application des règles américaines. L'économie a fait que M. Xi Jinping a appelé son collègue américain en lui disant « Dis donc, là, t'es en train de me mettre un sacré bazar parce que la boîte, elle va faire faillite. Alors, je veux pas de ça. » Et M. Trump, qui est effectivement un transactionnel égotiste un peu narcissique, s'est dit « Mais je vais te rendre un service, mon ami. Effectivement, on va s'arranger. » Donc, on s'est arrangé. La politique aurait voulu qu'on s'arrange pas. L'économie a fait qu'on s'est arrangé. On a d'ailleurs un autre exemple sous les yeux tous les jours, nous, Européens, d'une économie qui résiste à la politique, c'est le cas à Brexit. On n'arrive pas à sortir l'œuf britannique de l'omelette européenne. Pourtant, ils l'ont décidé. Politiquement, ça a été décidé, mais économiquement, tous les jours que Dieu fait montrent qu'on ne sait pas faire. Et donc, parce que je crois que le système d'interconnexion, d'interpénétration de ces chaînes de valeur est aujourd'hui maillé de telle manière qu'en sortir est très coûteux, je pense que les effets de ces guerres commerciales seront limités. Je peux me tromper. Effectivement, il y a le cas automobile. Il fait mal aux Allemands parce que, disons, un tiers des automobiles allemandes qui sont consommées par les Américains sont importées. Les 2 autres tiers sont produits sur place, ce qui est un détail qui semble avoir échappé à M. Trump quand il s'en prend aux voitures européennes. Et il est exact que les droits de douane américains sur les voitures sont un peu plus faibles que les droits de douane européens sur les voitures, même si les droits de douane américains sur les camionnettes et tout ce qu'on appelle les véhicules utilitaires sont, eux, beaucoup, beaucoup plus élevés que ce que font les Européens. Donc, sur ce point, je prends mes risques. Je pense que les dégâts économiques des foucades de M. Trump sur l'Europe, sur la Chine, sur le Mexique, sur le Canada, seront limités. J'espère ne pas me tromper. Est-ce qu'on n'a pas, je dis quelque chose qui est vraiment choquant pour beaucoup de gens qui nous écoutent, est-ce qu'on n'a pas intérêt à avoir une attitude munichoise je prends vraiment l'expression la plus provocatrice possible. C'est-à-dire que les gens, instinctivement, intuitivement, disent Trump nous pénalise, on va pénaliser Trump, on va imposer des droits sur des produits américains. Et on a l'impression que les Européens, à la fois par sagesse et par faiblesse, et le cocktail de sagesse et de faiblesse est difficile à démêler, disent, écoutez, le coût global, c'est un peu Dr Folamour, quoi. Le coût global d'une guerre totale, d'une guerre commerciale totale, serait beaucoup plus élevé pour tout le monde. Donc on a un extravagant. C'est la stratégie du fou, il faut le prendre en compte, on va laisser quelques petites plumes, sauf s'il allait beaucoup plus loin. Et là, effectivement, je pense que les Allemands réagiraient si véritablement l'automobile allemande était sévèrement pénalisée, mais elle ne l'est pas forcément, compte tenu de ce que vous venez de dire, sur le fait qu'une grande partie des voitures sont produites aux États-Unis. Est-ce que cette espèce d'idée très, très, très humiliante, on va dire extrêmement peu satisfaisante de dire tendons le dos
Et Trump ne sera pas éternel. Il fait beaucoup de gesticulations, mais globalement, le commerce mondial continue à progresser. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à faire la part du feu? Je crois que c'est une tendance très profonde, mais totalement contraire aux attentes de notre opinion. Sur la même question, Nicole? Oui, sur la même question. Moi, je pourrais être d'accord avec Jean-Louis Bourlanges. C'est une question, c'est une position. Je pourrais être d'accord avec cette position munichoise, sauf que Trump ne s'en tient pas à l'offensive commerciale. Il y a aussi dans la politique de Trump une offensive diplomatique politique, en particulier au Moyen-Orient, en particulier sur l'Iran, contre lequel les Européens ne doivent pas faire le gros dos. Au contraire, le fait que l'Amérique se soit retirée de l'accord sur l'Iran, le fait que sur cette question de la prolifération nucléaire, Donald Trump soit totalement suiviste de la politique israélienne est une atteinte frontale aux intérêts de sécurité de l'Europe. Et moi, je trouve que sur cette affaire-là, sur l'Iran notamment, on a tout intérêt à, au contraire, taper du poing sur la table. Moi, je rêverais d'une déclaration commune entre la Chine, la Russie, la France et l'Allemagne, c'est-à-dire ce que Dominique de Villepin, dans une récente intervention radiophonique, appelait le G4. Moi, je rêverais d'une intervention politique commune disant que non, ça n'est pas acceptable que les États-Unis essayent de fomenter une guerre contre l'Iran. Et donc, voilà, je crois qu'il faut séparer les deux choses. C'est pas le même terrain. Moi, je peux tout à fait souscrire à ce que vous dites. Pascal Lamy. Oui. Moi, je ne suis pas d'accord sur ce point avec Jean-Louis Bourlanges, parce que... Je suis pas d'accord avec moi-même, je pose ça sur la table. Alors, je suis pas d'accord avec la partie de toi-même qui est pas d'accord avec toi-même. Je pense qu'il faut empêcher M. Trump de faire davantage de dégâts économiques ou politiques. Je ne veux pas prendre les précédents historiques qui n'auraient aucun sens. On a déjà connu dans l'histoire des cas de monsieur ou de dame, enfin généralement des messieurs jusqu'à présent, qui avaient écrit ce qu'ils voulaient faire 20 ans avant qu'ils soient élus et qu'on fait ensuite des choses terribles qu'ils avaient écrit qu'ils feraient avant qu'ils soient élus. Et la référence à Munich montre que je n'étais pas d'accord. Bien. Monsieur Trump a écrit il y a 20 ans ce qu'il fait aujourd'hui. À l'époque, ça n'a pas beaucoup attiré d'attention, mais il a une certaine constance dans sa pensée, et donc il va continuer à faire des dégâts économiques, de mon point de vue, limités parce que la globalisation va résister, politiques. Si la sortie des Américains de l'accord iranien nous mène à une guerre entre l'Arabie Saoudite, Israël d'un côté, et l'Iran de l'autre dans cette région, c'est beaucoup plus grave que quelques milliards de droits de douane sur quelques millions de voitures. Hein. Là, on est dans le grave, dans le dur, et c'est possible, je ne le souhaite pas, et j'espère que ça n'arrivera pas, mais c'est possible que la sortie américaine de cet accord avec l'Iran mène à ça, parce qu'en fait, il encourage aussi des tensions dans la région que le deal iranien avait précisément pour objet de stabiliser. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est qu'on ne va pas convaincre M. Trump, qui, encore une fois, pense ce qu'il pense, mal de mon point de vue, mais il le pense depuis longtemps, il ne va pas changer d'avis. Ce qu'il faut, c'est faire changer d'avis l'environnement politique aux États-Unis. M. Trump est président des États-Unis avec une constitution qui donne au Congrès américain, au Parlement, des pouvoirs, et il faut agir sur la partie qui autorise politiquement M. Trump à faire ce qu'il fait aux États-Unis. Et là, il faut mettre une limite à ce qu'il fait et donc rétorquer. Et il faut rétorquer de telle sorte à ce que les intérêts américains qu'il prétend défendre, c'est-à-dire en gros l'économie américaine, dont nous savons le pouvoir d'influence politique compte tenu de la manière dont les élections sont financées aux États-Unis, il faut travailler l'opinion publique américaine, le Congrès américain, le Sénat, la Chambre des députés, pour qu'à un moment, eux disent « stop à Trump ». C'est la seule manière de contenir Trump, c'est de faire en sorte que les Américains contiennent Trump. Et je reconnais que c'est un jeu compliqué, mais si on se met à plusieurs, et notamment avec des pays qui ne sont pas forcément nos alliés sur le plan géopolitique en Asie ou en Amérique latine, ou voire même la Russie, qui, comme chacun sait, a quelques moyens d'intervention électronique sur lesquels nous, on fait plutôt la fine bouche, je pense que c'est dans cette direction qu'il faut aller.
Nicolas Bavrez. Alors, je rejoins tout à fait ce qui est dit sur la nécessité d'agir sur le système de contre-pouvoir et la société civile des États-Unis. Mais est-ce que le vrai combat, il n'est pas à faire en Europe et avec une prise de conscience, mais pas seulement dans les mots et dans les actes, que les États-Unis qu'on a connus, parce que derrière Trump, c'est vrai que ce pays a profondément bougé, que la réassurance du capitalisme mondial, la réassurance de la stabilité du monde, la réassurance des démocraties, la réassurance de l'Europe par les États-Unis, c'est terminé. Et donc que nous devons entièrement changer de pied et convaincre, y compris des pays comme l'Allemagne, d'être notamment beaucoup plus sérieux en matière de défense et de sécurité. Pascal Lamy. Je suis d'accord à 100% avec Nicolas Bavrez. Ce que fait Trump, sur le plan économique et sur les plans politiques, nous donne davantage de raisons encore de compter sur nous-mêmes. Et nous savons, nous, Européens, que nous ne compterons sur nous-mêmes que si nous sommes unis davantage. Nous le sommes dans certains domaines. On l'est pour le commerce, on l'est pour l'environnement, on l'est un peu pour la monnaie, on l'est pas beaucoup en matière diplomatique, on l'est quasiment pas en matière de sécurité. Et ce sont dans ces domaines-là qui sont ceux auxquels les citoyens européens attendent que l'Europe s'intéresse, c'est dans ces domaines-là qu'il faut agir. On a une fenêtre d'opportunité. Monsieur Trump, monsieur Poutine, monsieur Erdogan sont peut-être les raisons que les Européens vont trouver de se bouger à niveau dans la direction d'une amélioration de la sécurité aux frontières extérieures, d'une action en matière de sécurité et de défense qui n'était pas dans les compétences de l'Union, qui petit à petit y rentre, et puis aussi en matière économique, parce que, compte tenu de ce qui se passe en Italie, je crois qu'il est temps aussi de faire ce que le président de la République française et Madame Merkel, dans une moindre mesure, ont entrepris de faire, c'est-à-dire d'approfondir la zone euro et de renforcer la capacité de la zone euro à résister à une crise qui viendrait, cette fois-ci financièrement, de l'intérieur de l'Europe et pas de l'extérieur, c'est-à-dire en Italie. Je vous remercie. Je rappelle ou j'informe, pour ceux qui ne l'auraient pas lu dans notre lettre d'information, que nous aurons au cours de cette série des thématiques d'été l'occasion de nous intéresser au rapport entre la Chine et l'Afrique avec Jean-Joseph Boileau et aussi de nous intéresser à l'Inde avec Jean-Luc Racine. Mais la semaine prochaine, c'est au Yémen et à l'Arabie Saoudite que nous nous intéresserons. Nous nous intéresserons à ces deux pays avec Stéphane Lacroix, qui est un spécialiste de l'Arabie Saoudite, et avec Laurent Bonnefoy, qui lui est un spécialiste du Yémen. J'espère donc vous retrouver la semaine prochaine pour cette nouvelle émission thématique. Je remercie Valentin Petit et Alicia Dauchez avec qui cette émission a été préparée, Nicolas Tourneau qui s'occupe de notre site, le fameux www.lenouvelespritpublic.fr qui vous permet de tout savoir et de nous soutenir de toutes les manières. C'est Maxime Olivier et Thibaut Delage du studio L'Arrière-Boutique qui ont assuré l'enregistrement de cette émission. C'est Julien Neville et les Nouvelles Écoutes qui en assurent la production. Et c'est la semaine prochaine que j'espère vous retrouver.